Madame Christine Thoer est professeure au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal et chercheure au sein du groupe de recherche Médias et Santé. Elle travaille sur les questions reliées aux usages de l'Internet santé et plus spécifiquement à la construction des savoirs et aux figures d'expertise dans les forums sur Internet. Elle s'intéresse également à l'apport d'Internet et des médias sociaux dans le développement d'interventions de promotion de la santé auprès de différents publics, notamment les jeunes et les minorités sexuelles. Internet est devenu une ressource de plus en plus consultée par les individus qui recherchent de l'information sur la santé. Toutefois, les usages de cet outil varient selon les populations et les problématiques de santé, tout comme les modalités d'appropriation de ces savoirs recueillis en ligne. Cette communication visera tout d'abord à brosser un panorama de ce que recouvre l'Internet santé, tant en termes de contenu que d'usage. Elle sera également l'occasion de s'interroger sur l'influence du développement de l'Internet santé et notamment du web participatif sur les connaissances et les pratiques de santé des individus et les relations qu'ils entretiennent avec les professionnels de la santé. Le titre de sa conférence est « Le développement de l'Internet santé, quels sont les enjeux pour la santé publique ?» Madame Thoer. Bonjour et merci beaucoup de me donner cette opportunité de venir partager avec vous toutes les informations qu'on recueille sur la place de la santé sur Internet. Alors, effectivement, en termes de production de contenu et en termes de consultation, la santé est un des secteurs qui progresse le plus rapidement sur Internet. Alors, le développement d'Internet santé marque beaucoup les esprits et on arrive avec finalement deux types de discours. D'un côté, des discours qui vont être très enthousiastes, qui vont être centrés sur l'autonomie du patient, l'émergence d'un patient expert qui va être très actif à l'égard de sa santé. Et de l'autre, on a des discours qui sont un peu plus critiques, qui vont mettre l'accent sur le fait que l'information sur Internet serait peut-être approximative, voire même douteuse, et que, puisque tout le monde peut diffuser de l'information sur Internet, on peut même arriver à y diffuser des pratiques. Ça pourrait participer, en fait, à la diffusion de pratiques à risque. J'aimerais vous proposer un point de vue qui se situe entre ces deux extrêmes. Mais avant de commencer, je vous propose qu'on examine ensemble ce qu'est l'Internet santé. C'est un phénomène qui n'est pas finalement très facile à circonscrire, ne serait-ce qu'en termes de vocabulaire. On va parler d'Internet santé, d'e-santé. Et Gunther Eisenbach, l'éditeur de la revue phare des études sur Internet, le Journal of Medical Internet Research, signale qu'il y a finalement trois dimensions à prendre en compte dans l'Internet santé. La première, c'est toutes ces possibilités pour les individus d'accéder à de l'information santé, d'une part, mais aussi d'accéder à des services de santé via Internet. La seconde, c'est ces capacités de communication améliorées entre les institutions, mais aussi au sein même des institutions et entre professionnels. La troisième, c'est, on en parle de plus en plus, tout ce qui se passe au niveau des médias sociaux et donc ces nouvelles possibilités de communication entre les individus. Dans le cadre de cette communication, je vais spécifiquement m'intéresser aux possibilités d'accéder à de l'information, aux interactions qu'il va y avoir entre les producteurs d'information et l'usager qui vient rechercher de l'information, mais aussi entre les nouvelles interactions qui se développent entre les internautes. Une fois qu'on a posé cette définition de l'Internet santé, il me semble qu'il est important pour pouvoir un peu comprendre les enjeux qui sont associés au développement de ce secteur, de se poser quelques questions. Alors, on nous dit l'utilisation d'Internet pour rechercher de l'information sur la santé ne cesse de progresser. Oui, d'accord, mais qui utilise Internet santé? Qui, quand, comment et avec quel impact? Est-ce que ça a un impact sur les pratiques? C'est ce qu'on essaiera de voir. Dès qu'on commence à réfléchir à ces questions, évidemment, ça veut dire quels sont les contenus, quelle est la qualité des contenus qui sont présentés en ligne.
Et quelles sont les logiques de production derrière ces contenus? Quels sont les acteurs impliqués? Vous verrez que c'est un paysage où il y a beaucoup d'acteurs. À partir de ce tableau qu'on va brosser relativement rapidement, on pourra regarder, et je vais en sélectionner certains, les enjeux que pose ce développement d'Internet pour la santé publique. Alors, commençons avec la première question. Qui recherche de l'information relative à la santé sur Internet? Si on regarde l'utilisateur d'Internet de manière générale, à peu près 75% de la population au Canada, c'est à peu près la même chose au Québec, et si on veut dresser le profil type de cet utilisateur, il est plutôt scolarisé, il est urbain, c'est plutôt un homme. Il s'intéresse de plus en plus aux médias sociaux, toutes ces applications dont on ne cesse de vous parler, Facebook, Twitter, mais il y en a d'autres, YouTube, les forums de discussion qui existaient depuis plus longtemps. Donc toutes ces applications qui vont permettre le partage d'informations entre internautes. Donc notre utilisateur d'Internet s'intéresse de plus en plus aux médias sociaux, notamment s'il est jeune. Chez les moins de 30 ans, 50% utilisent les médias sociaux. Et pour eux, d'ailleurs, Internet est plus un moyen de communication et de socialisation entre eux qu'un moyen d'aller rechercher de l'information sur la santé. Donc, c'est à retenir. Si on regarde l'utilisateur d'Internet qui s'intéresse à la santé, c'est un sous-groupe de ces internautes. À peu près 6 sur 10 internautes au Canada, c'est-à-dire à peu près 36% de la population au Québec. Si on regarde les personnes qui vont faire une recherche d'information pour planifier leurs vacances, on est à peu près au même taux, 38%. Donc ça vous donne une idée. Et c'est un nombre qui finalement va être plus élevé que dans certains pays. On est plus nombreux au Québec à utiliser Internet pour rechercher de l'information sur la santé qu'en France, par exemple, mais moins important qu'aux États-Unis, où là, vous avez 8 sur 10 internautes qui vont aller rechercher de l'information sur la santé. Mais au-delà de ça, et je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est vrai que le nombre de personnes qui regardent, qui vont utiliser Internet pour rechercher de l'information sur la santé progresse, mais néanmoins, tout le monde n'est pas en train de rechercher de l'information sur la santé. C'est une chose. Et Internet n'est pas la première source, ni la seule source d'information sur la santé. Elle s'insère parmi d'autres sources que sont les proches, les médias traditionnels et les professionnels de santé. D'autre part, les personnes qui font des recherches d'informations sur la santé ne sont pas constamment non plus en train d'aller se connecter pour trouver des informations relatives à leur santé. Finalement, dans la majorité des cas, les personnes faisaient une recherche par mois. Donc il faut remettre aussi les choses un petit peu en perspective. Mais si on en revient à notre profil de l'utilisateur santé, il est assez proche de l'utilisateur d'Internet de manière générale. À une différence importante, c'est plutôt une femme. J'imagine que ça ne vous surprend pas. Parce que les femmes, de manière générale, jouent un rôle très important, un rôle central dans la prise en charge des problématiques de santé au sein de la famille et pour la diffusion, l'écoute, la transmission de l'information. Ce qui fait qu'au Québec, vous allez avoir 43% des femmes qui font des recherches d'informations sur la santé pour 29% des hommes. En termes d'âge, ce sont aussi des générations plus jeunes qui vont être plus consommatrices d'informations santé, ça c'est pas très étonnant, mais il faut regarder aussi que le taux d'utilisateurs va se maintenir assez tard et les baby-boomers sont aussi présents à faire des recherches d'informations sur la santé. Enfin, si on regarde l'état de santé des personnes qui consultent Internet, on a deux profils, des personnes qui sont en bonne santé et très soucieuses de leur santé, c'est pour ça qu'elles se renseignent sur Internet, et d'autres qui souffrent de maladies chroniques ou de longue durée et qui vont venir sur Internet pour apprendre à mieux gérer, pour trouver des informations pour mieux gérer leurs problèmes de santé ou pour gérer les problèmes que peuvent rencontrer leur entourage. Maintenant, si on regarde le type d'informations que recherchent les individus sur la santé, la première chose, c'est
les pathologies spécifiques. On vous a informé d'un diagnostic, votre mère est atteinte de la maladie de Parkinson, vous voulez en savoir plus. C'est la première chose. Un deuxième secteur qui intéresse aussi beaucoup les individus, et c'est important, sont tous les aspects liés à les saines habitudes de vie, la prévention, la nutrition. Et quand je dis nutrition, il faut aussi entendre beaucoup les régimes alimentaires qui occupent une place très importante dans les contenus sur Internet et dans les recherches d'information des individus. Et l'industrie l'a bien saisi, notamment pour la perte de poids médicamenté. Ils sont très présents. Il y a un nombre incalculable de sites, à tel point qu'il y a des ouvrages qui sortent pour aider la population à s'y retrouver parmi tous les sites présentant des informations sur la perte de poids médicamenté. L'alcool, le tabac, la sexualité sont aussi des thématiques qui sont très présentes. La santé mentale qui trouve là une place plus importante même que dans l'espace de soins. Donc, toutes sortes de problématiques liées à la prévention, le style de vie. Suit une autre thématique qui attire les gens, l'analyse de symptômes. C'est l'autodiagnostic, pour soi ou pour autrui. J'ai une inquiétude, j'ai une douleur, je veux en savoir plus. C'est par exemple cette jeune fille qui a vécu la fusillade de Dawson, qui souffre ou qui se demande si elle souffre de stress post-traumatique, qui se sent mal à l'aise à en parler, une étudiante est morte, comment évoquer, elle, ses inquiétudes, qui ne sait pas trop à qui en parler, et finalement, c'est vers Internet que vont se tourner les jeunes pour valider leurs symptômes, pour mieux comprendre ce qu'ils vivaient. Et une fois que j'ai validé mes symptômes, que je pense que peut-être je souffre de stress post-traumatique, où m'adresser, vers quelles ressources me tourner. Là aussi, Internet joue un rôle important dans la diffusion d'informations sur les ressources de proximité. Enfin, un dernier champ très important dans les recherches des individus, c'est les médicaments. Le médicament est un objet central dans la relation de soins. Mais pourtant, et les travaux de Lucier et Richard le montrent, quand on regarde le temps accordé dans la consultation médicale à parler du médicament, à même le nommer, il est très réduit. De ce fait, les individus vont se tourner sur Internet pour mieux comprendre le traitement qui leur a été prescrit, pour en connaître les effets secondaires, pour envisager des traitements alternatifs, pour pouvoir même discuter avec d'autres individus qui peuvent suivre le même traitement et savoir si cette sécheresse dans la bouche que j'ai quand je prends mon traitement, est-ce que je suis la seule à le vivre ou d'autres aussi en ont fait l'expérience? Quand intervient la recherche d'informations sur la santé? On l'a vu dans le cadre de pratiques d'auto-soins, de gestion de la santé quotidienne, dans le cadre de la relation avec le médecin, et là, c'est à toutes les étapes. C'est pour préparer mon entrevue avec le médecin, c'est pour mieux comprendre la démarche diagnostique, c'est pour aller vérifier que toutes les hypothèses ont bien été considérées, ou même aller chercher une seconde opinion. Et du coup, j'en parlerai à mon médecin. C'est pour mieux comprendre le traitement, enfin, qui m'a été prescrit. La recherche d'informations peut aussi viser à me mettre en contact avec d'autres personnes et on est là alors dans une recherche d'informations d'un genre un peu différent. Je veux trouver des informations pratiques qui sont centrées sur l'expérience. Je veux parler à des gens qui vivent exactement la même chose que moi ou qui s'occupent d'une personne qui est atteinte de la même pathologie. Je veux pouvoir parler à des personnes qui me ressemblent. Donc on voit qu'il y a finalement de multiples usages. Il n'y a pas un utilisateur, il y a de multiples utilisateurs. On utilise Internet à des fins préventives, à des fins curatives et à des fins de mise en réseau. Alors les questions qu'on peut se poser maintenant, c'est quel impact cela va avoir sur le rapport que j'entretiens à l'égard de ma santé et sur le rapport que j'entretiens à l'égard des professionnels. Des études ont montré que, finalement, vraiment, Internet était vraiment un outil, une ressource pour les individus et les aider à mieux gérer leur santé. Une étude américaine montre que plus de la moitié des individus déclarent que le fait d'avoir consulté des sites sur la santé a changé leur façon de gérer leur santé ou a changé la façon dont ils vont conseiller les personnes dans leur entourage.
Par exemple, prenons les sites de nutrition, eh bien, d'aller rechercher des informations sur la nutrition et les régimes alimentaires, ces informations sont à l'origine de l'adoption de nouvelles pratiques. L'information sur Internet va aussi amener les individus à modifier, à envisager un traitement. Elle va les amener à décider de recourir ou non à un professionnel de santé, à rechercher un second avis médical. Gustafsson, qui s'est intéressé aux patients vivant avec le VIH-Sida et aux patients vivant avec des cancers, montre que l'information qu'il récolte sur Internet réduit les inquiétudes, diminue le nombre de consultations avec le médecin et amène l'individu à jouer un rôle plus actif dans sa relation avec le professionnel de santé. Et là, certains s'inquiètent et il y a une littérature absolument très abondante à savoir, mais quel impact ça va avoir sur la relation de confiance, cet ingrédient fondamental de la relation de soins? Eh bien, de manière générale, le patient n'est pas là pour remettre en question le médecin. Il veut comprendre, il veut être informé, mais cette information qu'il va récolter en ligne le rapproche de son médecin. Elle lui permet de mieux s'approprier l'information que peut vouloir lui faire passer le médecin. L'autre chose, c'est que le patient ne veut pas nécessairement prendre la décision à la place du médecin. Et d'ailleurs, toutes les situations ne s'y prêtent pas. Nombre de patients n'ont pas envie d'être responsables de la prise de décision à l'égard de leur traitement. Ils veulent être impliqués, ils veulent être informés, des options qui s'offrent à eux, mais pas nécessairement pour prendre la décision. Donc finalement, cette image de l'individu autonome, expert, qui serait un acteur parfaitement rationnel à l'égard de sa santé, il est assez peu commun quand il s'agit de santé. Pourquoi? Parce que c'est ma santé, parce que la santé a des dimensions qui sont très émotives, qui sont très affectives, et nous ne sommes pas rationnels en matière de santé. Donc finalement, ce qu'il faut retenir par rapport à cet impact d'Internet sur la santé, c'est que oui, ça change le rapport aux soignants, même si ça ne remet pas nécessairement en cause la confiance en l'expertise du soignant. Mais ça change aussi le rapport à ma santé. Et c'est intéressant parce que cet individu qui est plus informé, qui s'intéresse aux saines habitudes de vie, qui vient rechercher des informations sur ces thèmes sur Internet, qui va faire des recherches aussi sur les problématiques de santé mentale, tous ces aspects vont finalement favoriser une vision beaucoup plus globale de la santé et beaucoup plus en accord avec la vision qu'on veut mettre en avant en santé publique. Selon Günther Eisenbach, il s'agit là donc d'un changement de paradigme qui peut vraiment s'opérer à ce niveau avec le développement d'Internet. Alors, j'imagine que tout de suite, vous avez certaines critiques qui vous viennent à l'esprit. La première, c'est de souligner que ce n'est pas d'hier que les individus ont commencé à s'informer sur leur santé. C'est vrai, dans les médias traditionnels, la santé occupe une large place depuis longtemps. Mais Internet se distingue des médias traditionnels à plusieurs points de vue. D'une part, du fait de la circulation et de la quantité d'informations qui circulent, de la vitesse de circulation de l'information, mais d'autre part parce que la recherche s'effectue en pool, ce qui fait que les usagers vont venir sur Internet quand ils ont besoin d'informations. Et c'est une caractéristique importante d'Internet, il est toujours disponible. De ce fait-là, on le sait, ils sont beaucoup plus réceptifs à l'information qu'ils viennent chercher. Par ailleurs, Internet est aussi accessible à peu de frais et si on prend des clientèles comme les adolescents, ça va être très important. On sait qu'ils ont certaines difficultés de contact avec le système de soins, mais pour leurs problématiques, leurs préoccupations en matière de sexualité, concernant l'usage des drogues, concernant la santé mentale, ils peuvent aller très facilement sur Internet et d'autant plus qu'Internet permet des recherches de manière anonyme sur des questions délicates et vous pouvez y revenir aussi souvent que vous le souhaitez. Donc Internet présente des spécificités. Seconde critique que vous pourriez formuler, c'est que je vous présente une vision finalement assez utopique puisque ça ne concerne qu'une minorité d'individus.
Alors, c'est vrai que l'accès à Internet n'est pas encore généralisé pour toutes les populations et que cette fracture numérique, elle est bien présente, même pour les jeunes. Par contre, il est intéressant de souligner, une dernière étude le montrait, que si on parle des réseaux sociaux et notamment des sites de réseautage, type Facebook, eh bien, à ce niveau-là, ces applications pénètrent l'ensemble de la population, peu importe l'origine ethnique, le genre, la scolarité ou même l'état de santé. Donc, on a une diffusion qui est plus importante. Néanmoins, l'accès est une chose, mais il faut que les individus arrivent à trouver, évaluer l'information qu'ils ont récoltée sur Internet, et ça n'est pas toujours évident. Vous tapez un mot-clé sur Google, parce que c'est par Google que la plupart des individus arrivent sur Internet et font leurs recherches d'informations. J'ai des migraines, je tape migraine, 9 millions de réponses. Comment choisir ? Les études vont montrer que finalement, les usagers vont privilégier les premiers sites, notamment les hommes. Est-ce que ce sont les meilleurs ? Pas forcément. Que la source des sites retenus est rarement identifiée par les internautes, qui vont aller très rarement voir qui est l'éditeur du site. Alors, il existe des outils d'accréditation tels les codes Health on the Net, le code HON, mais finalement, ils sont assez peu connus des utilisateurs. Par ailleurs, sur Internet, il y a une multiplicité d'acteurs et il est difficile de distinguer entre les contenus informatifs et le marketing. Mais les individus ne sont pas complètement dépourvus et ils ont développé certaines stratégies, notamment d'essayer de faire des comparaisons entre l'information trouvée et quand l'information se recoupe, ça contribue à la validité. Tout de même, il y a des problématiques d'appropriation du fait des niveaux de littératie, que ce soit de la recherche, de l'évaluation, de la compréhension. Elle n'est pas toujours les personnes qui vont être aux prises avec des problématiques d'alphabétisme fonctionnel peuvent avoir des difficultés, mais même les jeunes peuvent avoir des difficultés, les adultes ayant des difficultés de vision et tout simplement les individus qui ont peu d'expérience de l'utilisation d'Internet. Alors, des solutions pourraient être de privilégier des sites avec des entrées multiples, par exemple en fonction de l'âge, en fonction du genre. On sait que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes façons de naviguer. Les hommes vont préférer une navigation plutôt épurée, avec beaucoup d'icônes. Les femmes vont être prêtes à lire un peu plus. Donc, avoir des entrées différentes en fonction du public, avoir une profondeur d'information pourrait être important si on veut tenir compte des modes de navigation. Cette question de la qualité de l'information, elle est très importante. Je ne vais prendre que quelques exemples parmi ceux que consultent le plus les individus. Alors, je vais vous parler de Google et de mon exemple sur la migraine, et vous voyez qu'est-ce qui ressort. Alors, vous avez des portails publics, le Collège des médecins de famille, le site Passeport Santé, où on trouve une information de grande qualité. Vous allez aussi trouver des sites comme Doctissimo, qui parmi les portails privés arrivent très rapidement. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont développé une stratégie très intéressante d'articulation de leur section éditoriale avec les forums d'usagers. Or, ils offrent un nombre très important de forums et sur ce site, donc, qui va générer une fréquentation de plus d'1 million de visiteurs par jour avec une clientèle aux 2/3 féminine, vous allez avoir vraiment un gros trafic puisque le site héberge des forums et que les forums sont largement alimentés. Tapez à peu près n'importe quel mot-clé, vous allez le voir, le référencement est très efficace, très productif et vous amène, grâce aux forums qui génèrent de l'activité, vers Passeport Santé. Ce qui peut être problématique parce que le contenu en tant que tel des forums n'est pas comme le contenu éditorial validé par l'ensemble du site. Les individus vont aussi beaucoup privilégier Wikipédia. De manière générale, quelle que soit la problématique, Wikipédia est une source très très utilisée. Si je regarde les étudiants, on a l'impression que Wikipédia est la seule source qu'ils consultent dans certains cas. Alors,
Il y a eu beaucoup d'études pour essayer de voir, mais finalement, l'information santé qu'on retrouve sur Wikipédia est-elle de bonne qualité? Et effectivement, du fait du fonctionnement du site en wiki, du fait que chacun vient alimenter avec les dernières connaissances, il s'avère que l'information santé était très à jour. Donc une information très intéressante. Les sites également des institutions de soins, je pense par exemple à l'Institut universitaire de santé mentale Douglas, qui a été très largement cité en exemple pour son caractère interactif, son utilisation des médias sociaux, mais d'autres sites d'organismes communautaires, je pense par exemple au site 00, tous ces sites donc centrés sur des pathologies ou des clientèles spécifiques vont aussi offrir un contenu de qualité et vont être largement consultés. Finalement, les sites qui posent plus questions sont des sites commerciaux comme par exemple les pharmacies en ligne. Les études de Marc Lemire ou de Grazia Orizio en Italie montrent que la qualité de l'information y est vraiment problématique et que la sécurité du patient est menacée car, à part les pharmacies qui sont en fait la continuation de pharmacies ayant le pignon sur rue, dans les autres, c'est le patient qui assume non seulement le coût, mais aussi le risque, la responsabilité du diagnostic et la conséquence de son application. Il n'y a pas de suivi, pas de possibilité de revenir vers quelqu'un, pas de garantie que le médicament que vous recevez est bien le médicament que vous pensez avoir commandé. Et je m'intéresse par ailleurs aux jeunes qui détournent des médicaments à des usages récréatifs ou à des fins de performance, et on voit que les médicaments vedettes sur ce type de site sont très largement les psychotropes et les analgésiques qui vont être utilisés en quantité abusive. Donc il y a quand même certaines problématiques. D'autres applications qui soulèvent aussi certaines questions sont toutes ces plateformes issues du Web 2.0 qui vont permettre l'échange et le partage d'informations. Je vous prends pour exemple un des forums Doctissimo dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ces communautés, ces groupes de discussion qui vont échanger autour de problématiques spécifiques, de la grossesse à certaines pathologies, la maladie de Parkinson, qui vont s'intéresser à un traitement, qui peuvent être le fait d'individus, d'éditeurs privés, commerciaux, d'associations de malades, donc il y a toutes sortes d'éditeurs derrière ces groupes-là. Ces applications ont, elles, été à la fois très décriées, très encensées. Alors, c'est vrai, elles sont des sources évidentes de support, mais aussi de partage d'informations, et d'une information, comme je le disais tout à l'heure, très pratique, donc facilement assimilable par l'individu. Il y circule aussi beaucoup d'informations scientifiques et elles sont des relais vers les médias traditionnels. Elles couvrent aussi souvent des domaines qui sont relativement peu abordés dans l'espace santé et donc très utiles pour les individus. Là où ces espaces peuvent poser problème, c'est lorsqu'ils font la promotion de pratiques à risque. Par exemple, on a parlé des blogs pro-ANA, des forums sur les drogues illégales, sur les médicaments détournés. C'est vrai, il y a aussi la diffusion de pratiques à risque, mais même dans ces cas-là, ces forums ont quand même souvent pour fonction d'encadrer un petit peu le risque. Alors, quoi qu'il en soit, ces lieux d'échange sont une des caractéristiques et une des richesses de l'Internet santé. Gunther Eisenbach, que je cite beaucoup, qui serait content s'il était là, montre que finalement, l'usager sur Internet s'approprie moins l'information au travers des experts traditionnels et des institutions établies et qu'il va plus s'appuyer sur ces réseaux sociaux, ces communautés en ligne qui l'aident finalement à identifier quelles sont les informations qui sont utiles et quelles sont les informations qui sont crédibles. Donc ce ne sont plus les mêmes médiations vers l'information, mais cet usager qui est à côté de moi, d'où son concept d'apo-mediation, cet usager qui me ressemble, il est très crédible pour moi. Et en plus, ces communautés vont être à la base de la création de nouveaux savoirs. Parce qu'on met en commun des ressources d'un genre nouveau, on peut arriver à de nouvelles connaissances. Prenons un exemple. Un très bon exemple, la communauté Patients Like Me. C'est une communauté de patients qui sont atteints de différentes maladies chroniques et notamment des maladies rares. Et sur le site, ils vont partager
leur profil, leur traitement, tout le contenu de leur dossier médical, les effets observés. Donc, vous pouvez venir sur le site et vous comparer à d'autres patients qui sont atteints de la même maladie et qui ont un profil similaire au vôtre. Le résultat, c'est une base de données très riche, 40 000 membres. Donc, vous pouvez l'exploiter individuellement, mais ça pourrait aussi être exploité sur le plan populationnel pour évaluer, par exemple, la pertinence d'un traitement, ses effets secondaires, voire identifier de nouvelles indications. Bref, une alternative aux essais cliniques de phase 4. Alors voilà, je vous ai dressé un portrait assez rapide, forcément partiel, de l'Internet santé. Mais maintenant, je voudrais regarder avec vous quels sont les enjeux, certains des enjeux que ça pose pour la santé publique. Un des premiers enjeux, c'est puisque les individus vont rechercher de l'information santé sur Internet, il faut être présent. Et c'est une des stratégies des gouvernements, être présent pour diffuser de plus en plus d'informations. Prenons l'exemple du site du National Health Service du gouvernement britannique, avec son site Choices qu'il présente comme un moyen économique d'information de première ligne et répondant aux aspirations des individus qui veulent jouer un rôle plus actif à l'égard de leur santé. Eh bien, on vise à rendre l'usager autonome, informé, responsable de sa santé. Alors, on trouve les informations qu'on trouve sur les différents portails et les sites institutionnels gouvernementaux, mais une des particularités intéressantes de ce site, c'est qu'il permet de faire un prédiagnostic à partir d'un questionnement sur vos symptômes. On l'a vu, une des recherches des individus, c'est « j'ai tel symptôme, dois-je m'inquiéter ?» Donc, on va vous poser des questions et à partir d'un algorithme, on vous renvoie une réponse personnalisée, à savoir est-ce que c'est un problème que vous pouvez gérer vous-même ou est-ce qu'il faudrait consulter un professionnel de la santé. Bref, c'est Info Santé, mais en ligne. Vous pouvez aussi y accéder à partir d'une image du corps, en pointant sur une partie du corps, et ça permet de ce fait de contourner le fait que je ne sais pas nécessairement énoncer la problématique de santé. Le site permet aussi d'évaluer les ressources de santé où je vais pouvoir m'adresser. J'ai trouvé que j'ai un problème, il est temps que je consulte, où aller. Et l'une des particularités, c'est que l'usager va être sollicité pour évaluer les ressources. Ce qui fait que l'évaluation des établissements hospitaliers va s'appuyer d'une part sur des critères formulés par le National Health Service, mais aussi sur la satisfaction des usagers à l'égard des services. Donc, prendre en compte cette voie consolidée de l'usager est une stratégie qui est intéressante. Pourquoi? Parce que cette voie consolidée, elle est gage de crédibilité. Et effectivement, le site lancé en 2007 connaissait déjà 7 millions de visites par mois en 2009 et la section la plus populaire, c'était cette section des ressources. Mais il faut que les individus arrivent sur votre site. C'est une condition très importante, qu'ils le mettent dans leurs favoris. Donc, pour ce faire, ils ont fait une promotion très importante auprès des professionnels pour les amener à intégrer finalement le site dans le cadre de la consultation. Ils ont également fait des travaux auprès des intervenants communautaires. Ils étaient présents dans les bibliothèques avec des ressources pour aider les individus à mieux s'y retrouver sur le site. Cette question de la sensibilisation des professionnels de santé à l'existence d'Internet est très importante. Parce que pour beaucoup de personnes, le médecin va devenir la deuxième opinion et Internet sera finalement la première. Il est donc important que le médecin sache si le patient a été recherché de l'information, qu'il sache d'où il part. Cela lui évitera de passer à côté d'inquiétudes qui sont bien réelles et que le patient ne va peut-être pas amener. Et pourtant, les médecins ne posent pas la question pendant la consultation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été formés à le faire, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le temps de le faire, mais en bout de ligne, si les inquiétudes demeurent, le patient risque de consulter à nouveau, donc ce n'est pas, en termes de temps, il n'y a pas de gain de temps. Et parce que les médecins, globalement, ont aussi une image assez négative du patient qui pose des questions, craignant un petit peu cette confrontation des patients. Et les patients, pourquoi eux aussi se taisent-ils? Parce qu'ils sont partenaires de ce silence, parce qu'ils ont peur de mal prononcer les termes qu'ils ont trouvés sur Internet, parce qu'ils ne veulent pas apparaître comme une menace pour le clinicien.
et parce qu'ils ne savent pas toujours comment amener cette information, et vu qu'on ne leur donne pas l'opportunité de le faire. Donc, pousser la réflexion sur les modalités d'intégrer Internet dans la consultation n'est pas seulement un plus, cela va devenir une obligation. Un autre enjeu, c'est la transparence, parce que si l'on veut que le patient joue un rôle actif, il faut qu'il puisse accéder à ces données, et qu'il puisse les comprendre. Une réflexion à ce niveau est nécessaire. Tous les pays n'ont pas cette attitude restrictive à l'égard des données médicales, comme c'est le cas en Amérique du Nord, et le projet du dossier électronique, par exemple le dossier Google, mais ça peut être d'autres dossiers, pourrait être l'occasion de s'attarder sur ces réflexions. Enfin, on disait, il faut utiliser Internet pour faire entendre la voix des usagers, les faire participer à l'utilisation des ressources, à l'évaluation des ressources, aux grandes orientations en matière de soins de santé, comme c'est le cas en Grande-Bretagne. On peut aussi les utiliser et faire participer les usagers aux stratégies de surveillance épidémiologique. C'est ce que Gunther Eisenbach appelle l'infodémiologie. Et si vous regardez Google Flu Trends, on voit qu'en regardant les thèmes que rentrent les individus en rapport avec la grippe, on obtient des données tout à fait en concordance avec le portrait de la situation établi à partir des cas déclarés selon le Center for Disease Control aux États-Unis. La corrélation regardée est presque parfaite. Et l'intérêt de Google, c'est que vous pourriez avoir ces informations 15 jours avant la compilation des données CDC. Ce qui fait que ça permettrait de détecter une maladie beaucoup plus tôt. Il y a d'autres expériences, l'expérience de Grippe Montréal va dans ce sens, il y a d'autres expériences sur Facebook et Twitter. C'est intéressant de profiter des recherches que mènent les usagers. Un dernier point, un dernier enjeu que je voudrais soulever, c'est finalement le potentiel d'Internet pour l'intervention en promotion de la santé. La première question, c'est de s'interroger sur la pertinence d'Internet pour générer de nouveaux comportements. On sait que pour changer le comportement d'un individu, il faut le sensibiliser, l'informer, mais le sensibiliser aussi à l'intérêt d'adopter le nouvel comportement. Et à ce titre, Internet, effectivement, s'avère être un excellent outil pour diffuser des connaissances à caractère pratique, des trucs pour gérer son comportement et des informations que l'individu va pouvoir assimiler facilement. Il faut aussi être motivé pour passer à l'action. On a vu, Internet s'inscrit dans une stratégie de pool, donc l'individu est souvent prêt à passer à l'action. Enfin, pour que le processus de changement se mette vraiment en branle, que l'individu chemine dans son changement de comportement, il a besoin d'échanger, de questionner ses pairs, de discuter avec ses proches, de discuter avec le personnel médical ou avec un réseau et via Internet, notamment via ces interactions au travers des applications d'échange du Web 2.0, c'est possible. On peut discuter avec des usagers, on peut discuter avec des intervenants. C'est le cas, par exemple, sur Fil Santé Jeune, 00. On peut discuter avec des gens qui vivent exactement vos problématiques. On peut donc vraiment cheminer et Internet présente un potentiel intéressant pour amener les individus à cheminer vers ce changement de comportement. Mais pour que cela fonctionne, il faut quand même se poser quelques questions. D'abord, quelle est ma cible? Question très importante. Tous les individus ne sont pas sur Internet. Donc, par rapport à la problématique de santé, est-ce que ma cible utilise Internet? L'autre chose, c'est de privilégier les applications Internet qu'utilise ma cible. Les jeunes sont de manière importante sur les médias sociaux, c'est un bon moyen pour les rejoindre. Pré-tester auprès de ma cible. On a vu qu'il y avait des difficultés d'appropriation des contenus. Il faut donc pré-tester en fonction des publics, réfléchir beaucoup à la lisibilité de l'information, aux différences de navigation que l'on peut offrir. Et c'est dommage, les sites Internet sont finalement assez peu pré-testés. Enfin, il faut favoriser l'articulation avec d'autres stratégies d'intervention. D'une part, parce qu'on sait que quand on a des multistratégies, c'est plus efficace. Donc, privilégier les interactions avec les stratégies médiatiques. On le voit, les émissions de télévision arrivent à amener les jeunes sur Internet. Donc, on peut le faire. Dans le cadre du défi 530, les médias traditionnels ont été mobilisés pour renvoyer sur Internet. Ça a bien fonctionné.
On peut aussi mobiliser d'autres stratégies non médiatiques, par exemple des ateliers dans les écoles ou utiliser les références des professionnels de santé pour faire connaître l'intervention. Toutes ces interactions seront aussi l'occasion de discuter du comportement en question. Enfin, dernière chose, il faut repenser les sources de crédibilité de l'information. Peut-être que les individus vont préférer aller sur le site du docteur Béliveau que sur celui de la santé publique lorsqu'il s'agit de conseils en matière de nutrition. Qu'est-ce qui fait qu'on accorde de la crédibilité? C'est une réflexion à ouvrir. Et sur Internet, il faut profiter des nouvelles médiations, de ces nouveaux vecteurs, dépister dans les communautés ces individus qui, parce qu'ils jouent un rôle actif ou parce qu'ils sont blogueurs reconnus sur Internet, pourraient devenir des agents multiplicateurs de votre message. Je vais conclure là-dessus. Réfléchir sur le potentiel d'Internet en termes d'intervention auprès de la population, mais aussi auprès des professionnels de santé, auprès des professionnels au niveau médiatique, sont des questions que nous allons poursuivre dans le cadre des 2 journées de colloques que nous avons organisées avec la SPQ. Vous y êtes tous les bienvenus. Par ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez aussi, et je vous renvoie vers notre blog Internet et Santé, où nous diffusons de l'information générale sur les caractéristiques de l'Internet santé, mais aussi plus spécifiquement des informations sur les interventions en ligne et notamment celles qui mobilisent les médias sociaux. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Madame Thoer. Vous avez relevé avec brio le défi de nous présenter en relativement peu de minutes cette diversité de visages d'Internet santé. J'ai beaucoup appris. Sans doute que François Desbiens, qui vous disait qu'il connaissait peu Internet santé, comme moi d'ailleurs, et qu'on attribuait ça un peu à notre âge, en fait, c'est un peu vrai. Les plus jeunes utilisent davantage. On a beaucoup appris, et c'est sans doute le cas pour la grande majorité de l'Assemblée ici. Alors, on va donner la chance au public de vous poser des questions. J'en aurais toute une qui me brûle les lèvres depuis un bon moment, que je vous entends. Les organisations de santé publique au Québec font beaucoup d'efforts pour donner de l'information. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, les directions de santé publique, l'Institut national de santé publique, les C3S, ils ont leur site web et ils se préoccupent de prévention notamment. Et évidemment, l'accès à l'information préventive sur ces sites-là n'est peut-être pas le plus facile ou celui que les gens accrochent en premier ou privilégient en premier. Quelles recommandations avez-vous à faire à des organisations de santé publique du Québec pour optimiser leur capacité d'influence, de conseil, de direction, d'accompagnement de la population au regard des comportements santé? Eh bien, je reprendrai certains des éléments que j'ai mentionnés. Une chose qui est importante, c'est qu'il faut que les individus déjà arrivent sur le site. Donc il faut que le site apparaisse parmi les sites que je vais mettre en favori. C'est vrai s'il est bien référencé, les sites sont bien référencés au niveau des sites ministériels, ils arrivent sur Google, mais il faut que l'individu ait envie d'y aller. Donc déjà, favoriser les liens avec le hors-ligne, où on parle de ces informations, que les professionnels soient amenés à valoriser aussi ces sites où on peut retrouver de l'information. Si on prend l'exemple de Passeport Santé, ils ont fait un gros travail auprès des professionnels pour les amener à mentionner le site dans le cadre de la consultation. Et les médecins, certains médecins qui ont été consultés, sont assez ouverts à le faire. Donc travailler auprès des professionnels pour qu'on renvoie vers les sites qui proposent des informations à caractère préventif serait très intéressant. L'autre chose, c'est de prétester les sites, de réfléchir à des entrées en fonction des différents publics. Ça aussi, c'est très important pour que les individus arrivent à s'y retrouver en fonction de leurs besoins. Donc, continuer dans ce sens-là. Merci beaucoup. Donc, vous avez cette chance de questionner Mme Thoer. On voit, comme je dis à chaque jour, on voit mal à cause des lumières, mais je vois qu'il y a quelqu'un ici. Oui, bon. Allez-y, présentez-vous, s'il vous plaît. Lise Couturier, je suis médecin omnipraticienne de base. Je travaille en santé publique présentement. Je trouve ça merveilleux, l'Internet. Oui. Mais la peur, je suis de la vieille école, comme Dr Desbiens, je suppose, et Dr... Votre nom, c'est quoi? Morin. Morin. Pas si vieux, en fait. J'ai...
je dois avouer que j'ai des peurs de l'information qui est transmise. J'ai peur de la mauvaise information. Tu sais, qu'il y a une... je sais pas, c'est qui fait la police de l'information sur l'Internet? Je ne peux pas voir qu'il y a de la police. Je ne peux pas voir comment la mauvaise information peut être enlevée. C'est ça, là. Je ne sais pas si... Est-ce que je suis claire dans mon énoncé? Oui, effectivement, la qualité de l'information, c'est une préoccupation qu'on retrouve dans la plupart des études. Mais en fait, ce qui ressort, c'est qu'il y a des informations incomplètes, c'est vrai, mais des informations erronées, les différentes études montrent qu'elles ne sont pas si nombreuses que ça. Par contre, vous avez raison, il y a des sites où on trouve, je vous cite par exemple, les sites où les jeunes vont échanger des recettes sur la façon d'utiliser les médicaments à des fins de drogue, qui sont une information, un type d'information qui peut vraiment favoriser la diffusion des pratiques à risque. Et effectivement, il y a même une certaine surenchère. J'amène un nouveau médicament dont je vais parler, dont j'ai fait l'expérience, j'augmente encore un peu plus la quantité et je vois. Mais néanmoins, même sur ces sites-là, les études ont montré qu'il y avait quand même un certain encadrement des pratiques. Et comment cet encadrement se fait? C'est par les usagers entre eux. Globalement, les usagers arrivent à s'auto-réguler sur le type d'information qui va être diffusée. Et on va dire, une prise de risque, oui, mais jusqu'à un certain point. Et ça a été vérifié sur différents sites. Même, bon, alors après, une police de l'information sur Internet, c'est un peu illusoire. Mais passer par cette régulation via les usagers, ça peut être une piste. L'information ne sera pas parfaite, mais au travers des stratégies que développent les individus, notamment leur stratégie de recoupement de l'information, on arrive à quand même pouvoir faire émerger des informations qui les aident et qui sont de relativement bonne qualité. OK. Et deuxièmement, je m'excuse, Internet, c'est global, c'est mondial. Les traitements sont pas pareils ici, au Canada, que même jusqu'aux États-Unis. Si les gens disent, ben là, docteur, là, j'ai vu sur Internet qu'il y avait un traitement XYZ. Oui, mais monsieur, il n'est pas là, ici, il n'est pas disponible. Ça crée des stress additionnels. Je ne sais pas, l'information, c'est très, 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 très bon, mais trop d'informations, des fois, là, ça peut être stressant. Si la pilule magique là, est de l'autre côté des frontières, tu ne penses pas que les gens vont se mettre en ligne de l'autre côté de la frontière? Tu sais, c'est ce questionnement-là qui me chicote un peu. Merci. Par rapport à ça, je pourrais vous dire qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations et on va être informé. Par exemple, dans les groupes de discussion, les gens vont discuter d'un traitement, ils vont discuter du traitement qui est disponible de l'autre côté de la frontière, c'est certain. Mais si ce traitement est justement particulièrement efficace, peut-être que le fait que les usagers en parlent, qu'ils fassent pression sur les systèmes, pourrait être aussi intéressant. L'autre chose, c'est qu'il y a quand même, par rapport à ces informations, il y a une multitude d'informations, c'est vrai, mais au travers notamment de ces espaces d'échange, ça contribue à filtrer un petit peu l'information. On le voit dans les espaces d'échange, il y a souvent des individus qui émergent un petit peu comme experts et qui vont diffuser, qui vont expliquer les études qui sont lancées sur le marché. Donc, chaque utilisateur ne va pas devenir un expert de sa santé. Ce n'est pas la fin du recours aux professionnels ou du recours à l'expertise. Non, mais il va y avoir certaines sources d'expertise, différentes formes d'expertise qui vont pouvoir se manifester dans le cadre d'Internet. Et les professionnels y ont aussi leur place. Merci. En fait, c'est plutôt rassurant parce qu'on a tendance à avoir une méfiance par rapport à cette diversité, cette multitude d'informations. Oui, au total, les mécanismes d'autorégulation, vous nous dites, font en sorte qu'au total, c'est plutôt de qualité. Et en général, on a tort de craindre de tomber nécessairement sur des sites mal documentés
ou biaisé fondamentalement quant à l'information sur la santé? Un bon exemple, c'est celui que je vous citais tout à l'heure, c'est Wikipédia. Il est alimenté par le contenu que veulent bien y mettre les gens et l'information est de très bonne qualité. Même chose, vous regardez sur des communautés de patients qui sont aux prises avec leur maladie chronique. On le sait, ils ont développé une connaissance très poussée de leur maladie. Merci. Oui, vous présentez, s'il vous plaît. Paul Boisvert, Université Laval. Vous avez très bien présenté les sites d'information en santé, de même que les moteurs de recherche qui nous permettent d'accéder à ces sites d'information en santé, ainsi que les forums de discussion qui nous permettent aux patients ou aux gens de discuter entre eux sur des problématiques qui leur sont particulières. Ça, c'est, je dirais, l'Internet santé 1.0. Il y a maintenant un Internet santé 2.0 dont vous n'avez absolument pas parlé et discuté. J'aimerais vous entendre là-dessus. Et c'est le phénomène aussi de l'analyse des informations en santé, que sont les blogs, qui viennent de journalisme, qui viennent aussi de professionnels de la santé et de d'autres personnes. Il y a aussi une vague de fond qui est en train de ravager l'Internet, que sont Facebook et aussi Twitter. Twitter que les gens connaissent peu, mais qui est depuis 3 ou 4 mois une façon d'échanger de l'information entre professionnels qui est merveilleuse et qui permet d'accélérer 3 fois plus rapidement par exemple, les bulletins de nouvelles que moi je peux envoyer toutes les 2 semaines à mon réseau. Alors, je voudrais vous entendre parler sur ces nouveaux phénomènes d'Internet sur les échanges d'informations en santé. Vous avez raison, j'ai surtout évoqué les applications web qui sont les plus utilisées par les individus. Et si on regarde Twitter, on en parle beaucoup, mais ça concerne encore une petite minorité d'individus. Par contre, c'est vrai, l'information relative à la santé y circule, même si les formats limitent le nombre d'informations qu'on peut y faire figurer. Facebook aussi, là, une application plus largement utilisée, et assez utilisée, mais plus à des cadres finalement de mobilisation des individus. Globalement, les études qui portent sur Facebook montrent qu'elles sont utilisées par des groupes qui vont vouloir faire attirer l'attention sur un événement, faire une levée de fonds ou des associations de malades. C'est plus à ce niveau-là. Et l'individu va pouvoir être informé sur un événement, mais en termes de ressources santé en tant que telles, c'est moins via Facebook qu'il va se tourner. Mais toutes ces applications, vous avez tout à fait raison de le souligner, font partie des médias sociaux, donc de toutes ces applications qui permettent l'échange entre les individus, et on est un petit peu dans la même logique. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaiteraient poser des questions? Oui. Oui, on vous écoute. H1N1 nous a mis face à un phénomène où on a vu des internautes qui allaient glaner dans différents pays, dans différents endroits, dans différentes localités, des informations sur les traitements. Un peu l'idée qui était amenée par Madame tantôt. On est dans un système professionnel où il y a 26 professions de la santé qui déterminent des guides de pratique. Les équivalences de pratique d'un pays à l'autre ne sont pas les mêmes. La façon de voir la santé est ancrée localement, socialement, culturellement. C'est déjà documenté. Est-ce que vous avez l'impression, à partir de votre observation d'Internet, qu'on pourrait être en train de voir l'émergence d'une espèce de culture globale de la santé, une espèce de perception qui pourrait faire un clash avec la façon non seulement d'approuver l'usage de médicaments sur un territoire, mais aussi de déterminer ce qu'est une bonne pratique de la pharmacie, de la médecine, du nursing ou une relation avec le professionnel? Est-ce que c'est quelque chose qui est un délire ou si c'est quelque chose qui pourrait être en train d'émerger? Vous avez vraiment raison. Effectivement, le fait que ce soit global va faire en sorte qu'il y a des thématiques qui vont circuler, qu'il y a des questionnements, des échanges sur les pratiques qui vont avoir lieu. Je prends par exemple, pensons à, vous en souvenez peut-être, ces déclarations des médecins suisses sur le fait que les patients qui étaient sous traitement antirétroviraux, finalement, n'auraient plus besoin les patients vivant avec le VIH qui étaient sous traitement dans le cadre de relations hétérosexuelles, parce que c'était ça qui était présenté dans les nouvelles recommandations des médecins suisses, n'auraient plus besoin de se protéger. Cette information, ils la lancent en ligne.
Vous imaginez, elle a vite circulé, ça a mobilisé de multiples acteurs, la santé publique dans différents pays a répondu. Les points de vue n'étaient pas forcément les mêmes par rapport au fait qu'on pouvait peut-être relâcher un petit peu au niveau de la prévention. Donc ça a suscité un débat très fort. Mais est-ce que c'est négatif pour autant? C'est sûr, ça va engager des débats de ce type-là autour des pratiques. Mais je pense qu'ils sont plutôt positifs et que d'amener les usagers, parce qu'on a parlé faire participer l'usager, mais c'est faire participer l'usager aussi aux orientations de soins, pas seulement à l'évaluation, aussi aux grandes orientations. Et à ce niveau-là, c'est aussi, je pense, un atout de l'Internet. Merci. Une dernière question? Vous présentez, s'il vous plaît? Oui, je suis Catherine Lefebvre, nutritionniste, blogueuse et complètement accro à Twitter et tous les réseaux sociaux. En fait, je comprends les questionnements justement par rapport à la crédibilité de l'information, mais comme vous avez dit dans vos statistiques, les gens vont y aller et vont y aller encore plus sur Internet pour aller chercher de l'information. Puis laissez-moi vous dire que Twitter est un moyen excessivement efficace pour, oui, passer l'information, mais réseauter au niveau des articles scientifiques qui sortent sur un sujet X. Donc, ça rassemble les idées. C'est super intéressant pour ça. Puis, je pense qu'il faut juste y aller de l'avant encore plus pour les sites qui sont crédibles. Je pense à Passeport Santé, je pense à Extenso, qui font un super travail. Puis que, en fait, si on prend juste si on domine dans la matière, ben les gens, c'est la première chose qu'ils vont voir passer en référencement. Donc, si c'est le premier site qu'ils voient, ils vont y aller, puis comme ça, l'information est juste, puis l'achalandage va juste aller en grandissant, puis ce ne sera pas une mauvaise chose pour les gens, je crois. Donc, très belle présentation. Vous soulevez un point qui est très important parce que j'ai abordé les aspects des utilisateurs qui consultent l'Internet santé, mais les opportunités d'Internet pour que les professionnels puissent se consulter sur leurs pratiques, quel message on donne, et le Bureau de la communication est un exemple en ce sens, est aussi très porteur. Mais bon, j'en ai pas parlé dans le cadre de cette présentation, mais ça va être un outil. Et là, tous les médias sociaux peuvent être mobilisés, très très utiles pour les professionnels, pour pouvoir faire développer leurs pratiques, s'échanger des outils, s'échanger des expériences et finalement favoriser les changements de comportement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Thoer.